Vous êtes toujours devant le grand dossier et toujours cet enjeu, autant Iran, peut-on se passer de Donald Trump? On en parle avec mes invités bien évidemment, mais là c'est l'essentiel de l'actualité. Commençons avec le procès du sénateur accusé d'avoir drogué la députée Sandrine Josso en 2023 pour la violer. 4 ans de prison dont 3 fermes ont été requis contre Joël Guerriot et on apprend à l'instant que le jugement pourrait être rendu aujourd'hui. Si vous avez des enfants, vous connaissez forcément cette marque de vêtements. Okaïdi annonce demander un redressement judiciaire pour ses activités en France. Le groupe qui la possède connaît de graves difficultés. Il emploie 2000 personnes dans le pays. 3 Français sont morts dans le naufrage d'un bateau de tourisme au large d'Oman. Le bateau transportait 23 touristes, un guide touristique et le capitaine de l'embarcation, tous français selon la police locale. Les circonstances de l'accident doivent encore être déterminées. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Reprenons donc le fil de ce grand dossier. Autant Iran, peut-on se passer de Donald Trump? Et pour tout comprendre, pour tout décrypter, encore une fois, je suis ravie d'être avec Hélène Debonnet. Je vous ai rajouté une particule, Hélène. Colonel Père de Jong, toujours avec Marc Semo, avec Monsieur Blanche-Maison, Monsieur l'ambassadeur. Et merci infiniment, encore une fois, Dominique Régnier, directeur général de la Fondapol, professeur à Sciences Po. Et donc, je relisais le nom de votre étude il y a 15 jours. Iran, un mouvement révolutionnaire, comme le confirme de nouvelles données. Vous allez voir que Donald Trump, il semble peut-être hésiter ces dernières heures. Entre frappes massives, frappes ciblées sur des hauts responsables. Hésite-t-il parce qu'il a peur de l'Iran? Parce qu'il a peur de ses représailles? Ce n'est pas du tout impossible, encore une fois vous allez le voir, mais d'abord, 30 000 morts. 30 000 morts. La répression des manifestations aurait pu faire plus de 30 000 victimes selon des documents du gouvernement obtenus par la presse, des estimations réalisées aussi à partir des décès enregistrés dans des hôpitaux du pays. Le nombre de personnes tuées par le régime iranien depuis le début du mouvement de protestation le 28 décembre pourrait dépasser, je le martèle, les 30 000 morts. Et regardez ces images. Elles sont terribles. Elles datent du 10 janvier. Il s'agit d'une morgue au sud de Téhéran. Et donc vous entendez le cri de désespoir. Des proches qui retrouvent et pleurent les corps. On retrouve depuis Téhéran Siavash Ghazi, correspondant France 24 et RFI. De nombreux Iraniens regardent les télévisions en persan diffusées depuis l'étranger, la BBC en persan, mais aussi et surtout Iran International, qui diffuse tous les jours des vidéos des morgues à Téhéran, mais aussi dans les villes de province. Dans ces morgues, on voit des familles chercher leurs proches tués parmi les cadavres, des scènes très dures. Il y a un sentiment mélangé de choc, de mélancolie et de colère. Dans les cafés, par exemple, on peut voir quelquefois des personnes en train de pleurer seules en regardant certaines vidéos sur les pages Instagram ou de plusieurs personnes ensemble qui se montrent des vidéos sur leur téléphone portable. Donc c'est vraiment à la fois un choc énorme, un sentiment de mélancolie, mais aussi de colère. Merci beaucoup Siavash Ghazi depuis Téhéran, correspondant France 24 et RFI. Et je vous le disais, les États-Unis, face à la situation, envisagent des frappes de précision contre des hauts responsables iraniens accusés d'avoir tué et par milliers donc des manifestants. À quoi pourrait ressembler une intervention américaine en Iran selon les toutes dernières informations? Et on se demandera si Trump a peur de la réponse iranienne. On va un peu plus loin avec vous, colonel. Colonel, les États-Unis envisagent, le disait, des frappes de précision contre des hauts responsables. C'est une information notamment repérée dans Middle East Eye. C'est un média qui est basé au Royaume-Uni. Quelles pourraient être, colonel, ces cibles ? Alors, elles sont nombreuses. La première, c'est Khamenei, qui est enterré au fond d'une cave ou quelque part. Un bunker. Il fait attention. Et j'imagine qu'on le sort, on le rentre, et puis quand il rentre dans le fond de son trou, il se dépasse de 15 km pour ne pas être attaqué, parce que le renseignement, les Iraniens observent, et le renseignement parvient évidemment aux Américains. Maintenant, il y a des niveaux inférieurs. Entre autres, il y a le patron des gardiens de la Révolution, et qu'on voit ici, c'est donc Pakpour, qui est ici en position centrale, qui est un élément extrêmement important, parce que c'est lui le commandant des passes d'Aran, des forces, je dirais, des forces de répression iraniennes. Ali Larijani, c'est le coordonnateur de tout ça. Lui, c'est un politique qui est près du il fait partie du conseil qui est proche de Khamenei, donc c'est lui l'organisateur. Lui, c'est l'homme lige, et lui, c'est l'homme qui gère la justice. Donc ces hommes sont parfaitement identifiés, mais j'imagine que le gouvernement américain en a ciblé beaucoup d'autres. Donc là, on est sur les personnes. Maintenant, il y a un deuxième niveau, d'action potentielle sur l'Iran, qui est, à mon avis, plus simple à mener.
mentionné, ce sont bien sûr sur des sites, vous avez des sites stratégiques, bon, c'est en très grand nombre, ce qui fait qu'aujourd'hui, la task force, la force qui est actuellement aéronavale, qui est actuellement dans l'océan Indien, avec la 5e flotte qui est dans le golfe dans le golfe Persique, elle pourrait en une seule frappe, en fait, lancer des opérations sur l'ensemble de ces sites. Alors on voit des infrastructures du régime ici. Donc c'est le pouvoir, c'est les centres de commandement, etc. Exactement. Les sites militaires que vous apercevez ici. Donc c'est les bases, les régiments, les stocks logistiques, etc. Très bien. Et donc les installations nucléaires que l'on voit ici, partant du sud, avec cette ligne également qui remonte jusqu'au... On voit qu'il y a deux opérations différentes. Celle qui concerne les hommes, opération coup de poing, c'est les opérations à la Maduro. Ça, c'est des opérations, je dirais, effet de souffle. C'est-à-dire que si vous commencez à mener des opérations sur les sites stratégiques, il faut impérativement qu'il n'y ait qu'une seule frappe ou 2 frappes et que ça se passe en une nuit. On n'en parle plus après. Parce qu'après, quel est le problème? Vous avez une riposte potentielle. Alors justement, la riposte, la crainte de la riposte iranienne. Le Pentagone a envoyé des systèmes supplémentaires patriotes pour protéger les troupes américaines contre d'éventuelles frappes de missiles iraniens. Regardez une image, l'information que je vais vous donner, c'est le New York Times, c'est du solide. L'image là, que vous voyez, image satellite chinoise, Mizar Vision, qui indique le déploiement possible d'un système de défense aérienne américain patriote sur une position de défense aérienne qatari. De quoi parle-t-on ? Et quand on dit redouter une riposte iranienne, est-ce crédible? Est-ce effectivement à craindre? Alors, du point de vue terrestre, il n'y a aucune menace, bien évidemment. La seule grande menace que les Iraniens peuvent appliquer dans la zone, c'est la menace des missiles et des drones. Ils ont des drones Shahed qui portent à 1000 km et ils ont des missiles en grande quantité. Et c'est une industrie qui fonctionne très bien. Compte tenu des distances, comme vous voyez ici, Hormuz, c'est 50 km. Donc tout ça, ça se franchit. Rappelons-nous, au mois de juin dernier, les Iraniens ont tiré 14 missiles sur une base américaine au Qatar. Donc c'est possible. Mais le problème, lorsque vous êtes dans une situation comme on est actuellement, extrêmement dominant, on ne peut pas être attaqué. Donc concrètement, si un seul missile touche une base et tue une cinquantaine d'Américains, ce sera un échec pour les États-Unis. Donc ils ne peuvent pas se permettre le moindre échec. Donc ils vont densifier, la défensive, le système de défense antiaérien, et ils sont en train de renforcer, bien évidemment. Merci, colonel. Parfait, encore une fois. Merci beaucoup. Dominique Régnier, la Fondapol, encore une fois, a écrit sur cette contestation. Viser les plus hauts responsables, en tout cas les responsables des morts par milliers. Est-ce que c'est de nature vraiment profondément à aider les manifestants? Le texte que nous avons publié a été écrit par Christophe De Voogd, qui est notre président du conseil scientifique, sur la base des enquêtes qui sont fournies par le Gaman aux Pays-Bas, qui sont des chercheurs iraniens réfugiés aux Pays-Bas et auprès desquels avec lesquels on partage des informations, et qui ont fait des enquêtes d'opinion extrêmement, je passe bien sûr sur la méthode, mais je vous rassure, très importantes, et qui sont les seules disponibles aujourd'hui, et qui montrent que la dernière, en septembre 2025, tout le pays était déjà dans un état d'opposition, pour des raisons différentes d'ailleurs, au système. Et donc là, la répression que nous avons vue, le nombre de victimes que vous avez rappelé, qui est même probablement inférieur à ce qui s'est vraiment passé, en fait un événement massacreur absolument inouï depuis 1945. Une répression aussi violente est tout à fait, je dirais, traumatisante pour tout le pays. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, les relations n'étaient pas très bonnes entre les Iraniens et leur régime, mais là, la cassure, elle est définitive. Et c'est ce qui je ne change pas de sujet, mais c'est ce qui me fait... je ne dis pas qu'il n'y a pas des négociations entre eux, entre les Américains, les Iraniens, etc., mais là, c'est un degré de haine qui rend sceptique sur la possibilité de retrouver une vie normale. Parce que les 30 000 ou peut-être davantage, c'est beaucoup plus encore avec les familles, les voisins, ceux qui sont amoureux de leur pays, il y en a beaucoup en Iran, tous ceux qui ont été traumatisés par la violence, même si ça n'a pas touché leurs proches directement. Vous savez que la manière de réprimer a consisté à tirer beaucoup dans le haut du corps, à détruire les visages, toute une stratégie de la terreur. Et donc, les Iraniens sont en ce moment terrorisés. Donc, tout ceci va fabriquer la remontée, l'expression, à un moment ou à un autre, d'une colère. La séparation est consommée, là. C'est un état de très grande contrainte politique.
politique au sens interne. Ça tombe à l'instant. Voilà, c'est pour ça que je me penchais pour regarder l'information qui vient de tomber. Dans un appel avec le prince héritier saoudien, le président iranien avertit, je cite, de l'instabilité causée par les menaces américaines. On a vu des manifestations de soutien à Beyrouth, par exemple, ces dernières heures. On a vu le secrétaire général du Hezbollah menacer si Khamenei était ciblé. Y a-t-il la possibilité, la crainte d'un conflit généralisé, et appuie-t-il l'Iranien avec cette menace en ayant son homologue au téléphone, là où potentiellement ça peut faire mal? Ce risque existe, mais il faut quand même regarder que les proxys de l'Iran, qui étaient en réalité sa dissuasion, qui était sa principale défense, c'était le Hezbollah au Liban, le Hamas à Gaza, les Houthis, eux qui sont les seuls qui sont restés encore plus ou moins opérationnels, ont été quand même profondément affaiblis. Le risque de la déstabilisation, elle est là, elle est réelle. Mais ce qu'il faut voir, c'est que le régime est affaibli comme jamais. Il n'a pas reconstitué réellement ses défenses antiaériennes. Il y a gardé un énorme potentiel balistique. Le rapport de force est tel que, militairement parlant, l'opération américaine est possible. Toute la question, et on le disait tout à l'heure, c'est de savoir quelle opération, parce qu'on peut éliminer des têtes du régime, on peut détruire des structures des gardiens de la Révolution, des rampes de missiles, etc. Mais on n'a jamais vu tomber un régime uniquement sous le coup de frappes aériennes. Et donc, les monarchies du Golfe, les voisins, craignent une instabilité, craignent les représailles iraniennes, craignent un processus qui devienne incontrôlable. L'Iran, là, ces dernières minutes, multiplie les messages. On a pu authentifier une vidéo qu'on a pu vraiment authentifier il y a tout juste quelques instants. C'est un compte Telegram qui est proche des gardiens de la Révolution, qui publie cette vidéo. Alors c'est grossier, hein, bien évidemment, mais c'est la Maison Blanche, la Statue de la Liberté, tout ça mélangé, ciblé par des missiles. Il y a eu d'autres messages ces dernières heures. On a vu des messages, une vidéo, et c'est ça, je regarde, de propagande iranienne publiée qui prétend simuler comment leur missile balistique Fatah pourrait couper en deux l'USS Abraham Lincoln. On a eu des démonstrations de force aussi avec des drones. C'était le 22 janvier dernier. Trump a-t-il peur, monsieur l'ambassadeur? A-t-il peur de l'Iran et a-t-il raison d'avoir peur? Est-ce que c'est pour cette raison notamment que la dernière fois, il a reculé, qu'il n'y est pas totalement allé? Écoutez, comme ça vient d'être dit, le régime est évidemment très affaibli, mais est-il pour autant acculé à une forme de... Mais pensez-vous, pardonnez-moi, pensez-vous que Donald Trump puisse avoir peur de l'Iran et de la riposte iranienne? La question est que Trump est dans un embarras considérable parce qu'il a une contrainte qu'il s'est infligée à lui-même, pas de troupes au sol. Donc, pour le moment, il a placé une armada considérable à proximité de l'Iran, mais toujours du côté de l'océan Indien, c'est-à-dire avant le détroit d'Ormuz. Et effectivement, cette pression a un effet, puisqu'il y a le communiqué dont vous venez de parler, auquel s'est associée l'Arabie saoudite, qui craint en effet, qui dit que rien que cette pression provoque des désordres un peu partout, et évidemment notamment en Iran. Donc la pression, elle a un effet. Tous ces avions qu'on voit sur le porte-avions, le plus grand porte-avions américain, évidemment, ça exerce une pression. Moi, je pense que Trump va encore attendre, exercer cette pression, voir quels sont les effets sur le régime. Et en effet, il y a probablement des contacts pour voir si, à l'intérieur du régime, quelqu'un fera défection, parce que c'est bien gentil de frapper, mais après, on fait quoi? Si le régime est solide, et il l'est, je le répète à chaque fois, c'est l'un des plus résilients de cette planète, et extrêmement complexe. Effectivement, au Venezuela, le problème est complètement différent, bien entendu, mais les Américains avaient négocié une relève. Ils avaient négocié avec la vice-présidente qui est devenue présidente et probablement avec un certain nombre de militaires chavistes pour leur dire on préservera le régime pour autant que vous nous donniez le pétrole. Là, on ne sait pas exactement quels sont les termes de la négociation, mais je pense que Trump va quand même y regarder à deux fois avant de frapper. Alors, on va regarder les termes de la négociation dans un instant. D'ailleurs, grâce à Hélène Bonnet qui va nous dire ce qui serait sur la table selon le site très solide Axios. Mais d'abord, je voudrais qu'on écoute, je vous le disais, multiplication des messages depuis l'Iran. Le ministre des Affaires iranien ce matin, des Affaires étrangères. Le déploiement d'un navire de guerre n'affecte ni la volonté ni la détermination de l'Iran. Nous avons la détermination et les moyens de défendre pleinement l'Iran.
Dans le Washington Post, Dominique Régnier, ces dernières heures, on lit les craintes liées à l'ampleur et à la portée des représailles iraniennes ont bel et bien eu un rôle, ou en tout cas visiblement, dans la décision de Trump, la dernière fois, de ne pas frapper. Je vous renouvelle la question. Pensez-vous que Trump, le président américain, puisse avoir peur en réalité des Iraniens ? Moi, je ferai l'hypothèse à Monique Arouer que Trump redoute une réaction de la Chine aussi. Mon point de vue, c'est que l'Iran est une référence majeure pour plusieurs pays dans sa capacité à tenir, et en particulier la Chine. Une crise iranienne qui ferait tomber ce régime, c'est une démonstration que ces régimes, aussi durs soient-ils, aussi répressifs soient-ils, sont à la portée de leur peuple. C'est quelque chose que la Chine va considérer comme une menace interne, non seulement une menace externe, mais une menace interne. Et tout à l'heure, vous montrez des images satellites, c'était des images d'un satellite chinois, j'ai noté ça. Et je trouve que les Chinois, dans leur manière de faire, ont cette capacité de nous faire un petit signal quand même, pour nous montrer qu'ils suivent ça de très près, que c'est important pour eux. Ils ont été très présents. Voilà les images dont vous parliez. Dans l'organisation de la répression. Ils tenaient beaucoup au succès de la répression. Ils se sentent très concernés par le risque. Et l'enjeu est celui-là. Je peux imaginer que Trump a reçu un message sur le mode, écoutez, là, vraiment, ce sera très grave et nous sommes très mobilisés sur la situation. Ça peut vous faire craindre une déflagration beaucoup plus importante que la réaction d'un régime, pour le moment, encore très faible. Alors, cette autre question maintenant, vous y êtes tous venus à un moment ou un autre, on va s'y arrêter. Est-ce que l'armada envoyée au Moyen-Orient sert en réalité surtout de pression et de négociation, de revolver posés sur la table, comme disait Grégory Phillips, par exemple, dans les couloirs aujourd'hui ? Effectivement, regardons, dans le même temps, Américains et Iraniens évoquent de nouvelles négociations sur le nucléaire. Le président américain lui-même, Donald Trump, a déclaré que l'Iran cherche un accord avec Washington. Il l'a dit aux médias américains Axios. Ils veulent conclure un accord, j'en suis certain. Ils m'ont appelé à de nombreuses reprises. Ils veulent discuter et il assure que la situation est instable en raison des mouvements militaires américains. Alors, quels seraient les fondements de cet accord ? Les 3 points sur la table, toujours selon Axios. On va plus loin ensemble, Hélène Bonnet. Hélène, quels sont ces 3 points d'un éventuel accord sur la table aujourd'hui avec les Iraniens, sont les informations d'Axios. Et on le rappelle, ces journalistes d'Axios ont eu le président américain au téléphone ces dernières heures. Donc ce n'est pas rien. Absolument, et ils ont pu s'entretenir aussi avec des responsables américains qui expliquent que pour conclure un accord, il y a 3 objectifs. D'abord, le retrait de tout l'uranium enrichi en Iran et aussi l'interdiction de continuer à enrichir indépendamment de l'uranium. On sait que c'est l'obsession, ce programme nucléaire iranien des Américains. Ça a été redit dans la stratégie de défense nationale il y a quelques jours. Et ça contredit un petit peu les propos de Donald Trump, vous vous souvenez, qui avait dit après les frappes en juin dernier en Iran que ce programme avait été annihilé. Deuxième point, c'est le plafonnement du stock de missiles à longue portée. Les Israéliens ont alerté en fin d'année en disant attention, l'Iran accélère son programme de missiles et on l'a dit il y a quelques instants, eh bien ces missiles ils menacent aussi bien les bases américaines qu'Israël et ça c'est inacceptable pour les États-Unis. Et puis, dernier point que souhaitent les Américains, eh bien, c'est l'arrêt du soutien de l'Iran aux groupes qui lui sont affiliés. On a, par exemple, le Hamas à Gaza, le Hezbollah au Liban ou encore les Houthis du Yémen. Donc, ce sont ces 3 points. De quoi ne parle-t-on pas dans ces témoignages de responsables américains, eh bien, du sort des Iraniens, de la libération du peuple iranien, ce qui signifie que les Américains ne veulent pas d'un changement de régime pour un changement de régime s'ils peuvent obtenir ces 3 points en discutant avec les Iraniens. Merci beaucoup Hélène Bonnet. Est-ce que l'Iran, selon vous, a matière à accepter toute forme d'accord ? Je me tourne vers le diplomate, l'ancien ambassadeur que vous êtes, oui. Monsieur Blanche-Maison. Non, je crois que là, ce qui vient d'être expliqué pose les éléments d'une négociation qui probablement est en cours. Parce que c'est ça qui intéresse les Américains. Malheureusement, M. Trump se moque éperdument de la population iranienne, se moque éperdument des droits de l'homme. C'est pas son problème. Alors, s'il arrive à démontrer qu'il a désarmé sur le plan nucléaire l'Iran, effectivement, il dira « j'ai gagné ».
ça suffira. Mais effectivement, la négociation va être très dure parce que ça veut dire que l'Iran rend les armes et notamment ces missiles à longue portée. Et puis l'uranium enrichi sera stocké quelque part ailleurs, peut-être en Russie, peut-être ailleurs, comme d'habitude. Mais effectivement, il faudra ensuite empêcher que les processus d'enrichissement reprennent. Donc un vrai contrôle de l'AIEA. À chaque fois, les Iraniens ont triché avec ces contrôles. Mais provisoirement, en effet, ça peut résoudre le problème, mais au détriment de la population iranienne qui, en effet, considère que ce régime est, au sens propre, insupportable. Marc Semo ? Il y a un point central qui est cette question de l'enrichissement de l'uranium. C'est-à-dire, pour la République islamique, le droit à l'enrichissement, théoriquement civil, enfin dans toute leur rhétorique, est essentiel. Le point central des Américains, et des Israéliens d'ailleurs avant, est celui qu'il faut imposer un zéro enrichissement de l'uranium en Iran. Ce qui, si le régime l'accepte, c'est une capitulation totale. Si on ajoute à ça effectivement les missiles plafonnés, plus l'arrêt du soutien aux autres groupes, c'est la capitulation totale. Donc pour cela, on peut quand même avoir des doutes sur la possibilité d'un accord. Mais... Donc on va jouer cet accord, je terminerai juste là-dessus, parce qu'effectivement, comme le disait très bien Dominique Régnier, l'Iran a un soutien de la Chine, mais en même temps, il faut voir que, c'est un des principaux fournisseurs de pétrole à la Chine. La Chine ne veut pas d'une défaite de l'Iran, mais la Chine, jusqu'à quel point fera-t-elle quelque chose pour l'Iran ? Deuxièmement, la Russie, pareil. La Russie a reçu des drones de l'Iran, c'est un partenaire stratégique, mais jusqu'à où la Russie est prête à aller pour défendre l'Iran, c'est l'autre point essentiel. Et c'est dans cette zone que tout se joue. Alors on pourrait bien sûr et surtout se demander si moralement il est acceptable de faire un accord avec un régime qui a tué à minima 30 000 personnes en 2 jours, mais est-ce que malgré tout un accord est possible, surtout avec un régime qui serait peut-être en train de vaciller ? Information du New York Times, il faut tout sourcer parce que vraiment tout est très sensible. Le président Trump aurait reçu plusieurs rapports ces dernières heures de renseignements indiquant que la position du gouvernement iranien s'affaiblit. Il serait même à son point le plus faible depuis 1979, depuis la révolution islamique. Dominique Régnier. C'est probablement, ce que nous savons, nous ne savons pas tant de choses que ça sur l'Iran, ce que nous savons, c'est que le régime est aux abois. La violence qui a été déclenchée, la terreur, cette façon d'administrer la violence, des formes de cruauté, empêcher les familles de trouver leurs proches, de savoir où il est gardé, empêcher les familles de participer aux enterrements. Il y a quelque chose qui va au-delà, je dirais, d'une espèce de répression technique, c'est très au-delà. Et je considère que ça met tous les acteurs de cette violence, depuis les chefs jusqu'aux exécutants, dans une position de crainte maintenant. Et donc ça fragilise tout le système. On va commencer à se demander, quand on a perpétré des meurtres pareils, des crimes pareils, si on n'a pas risqué d'être attrapé à un moment donné. Donc le système se fragilise beaucoup, mais je pense qu'ils vont chercher effectivement un accord. Ils vont, comme d'habitude, vous le disiez, monsieur l'ambassadeur, ils vont dissimuler, ils vont mentir, ils vont gagner du temps, parce que ça prendra énormément de temps. Si l'accord était, par exemple, formalisé, s'il fallait le signer et ensuite vérifier, on commence, vous en avez pour des mois et des années sans doute. Après quoi, on découvrirait que, comme d'habitude, ils ont menti, ils ont caché, etc. Il n'est pas acceptable pour le régime d'admettre la fin du retraitement de l'uranium. Donc, en fait, on est quand même à un point là où Trump, peut-être, est confronté à ses propres limites, c'est qu'il faut maintenant aller jusqu'au bout, ou bien publiquement, je pense, montrer que finalement, il a tout simplement abandonné les Iraniens et que même leur régime va survivre.